Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de New Work, un podcast vidéo qui a été lancé en collaboration par l'IDE, anciennement l'ARSEG et au sol, dans le but d'aller explorer les évolutions du futur du travail, mais aussi de l'environnement de travail. Et aujourd'hui, on a la chance d'être avec deux grandes expertes de BICG, Alejandra et Catalina. Donc bonjour les filles et merci beaucoup de votre présence. Est-ce que vous pourriez nous expliquer qui vous êtes, d'où est-ce que vous venez et surtout qu'est-ce que c'est BICG? Merci beaucoup Maxime. Je commence, je suis Alejandra Martinez, je suis directrice de BICG. Alors, qu'est-ce qu'on fait chez BICG? BICG, c'est une entreprise qui date de 1999, c'est-à-dire ça fait déjà plus de 20 ans qu'on évolue et on change les modes de travail dans les entreprises. Pour ce projet, ce qu'on fait, c'est nous utilisons des leviers différents. On utilise d'un côté l'organisation du travail, de notre côté on utilise tout ce qui est relatif à la culture, on utilise aussi les outils comme la technologie pour mieux travailler et on utilise aussi l'espace. On met tout ça ensemble pour générer des nouvelles expériences dans les écosystèmes de travail et nous le faisons aussi en accompagnant les personnes et pour centrer vraiment le travail dans les personnes, dans l'évolution des modes de travail. Et une donnée importante, c'est que nous venons d'un institut de recherche qui est l'Institut Fraunhofer, qui est allemand. Ça fait déjà plus de 30 ans que nous faisons de la recherche sur le futur du travail. Et c'est une façon de rétroalimenter le travail que nous faisons dans nos clients avec toute cette expérience de recherche que nous faisons dans l'Institut. Catalina, si tu veux aussi te présenter. Oui, merci Alejandra, Maxime. Bon, moi je suis Catalina, je travaille au sein de BICG depuis il y a déjà des années et j'avais de l'expérience auparavant dans le secteur, dans le domaine du conseil et c'est en recherchant différentes organisations qui aident d'autres organisations à améliorer que j'ai pu faire connaissance de BICG et de comment ils traitaient non seulement l'environnement du travail comme un outil pour améliorer la façon de travailler, mais comment ils intégraient les différentes disciplines pour finalement améliorer l'expérience collaborateur. Et donc, on travaille dans différentes missions et avec tout type de direction justement pour aligner la vision et pouvoir améliorer tout ce qui est lié à l'expérience collaborateur. Super intéressant. D'autant plus qu'on en a pas mal parlé ensemble avant, mais c'est avec les évolutions qu'on voit aujourd'hui dans l'environnement de travail, c'est tellement plus seulement un sujet d'espace, tout est tellement interlié, il y a tellement de liens avec la technologie, des people, etc. que c'est une grande chance de vous avoir aujourd'hui et de pouvoir justement traiter tous ces sujets. D'ailleurs, on s'est mis d'accord pour découper ce long épisode en 3 épisodes pour traiter différents axes parce qu'on a beaucoup de travail à faire. Et comme je vous l'ai dit, on a une routine, une habitude dans ce podcast vidéo, c'est de vous demander à vous de résumer au maximum possible ce qui est selon vous le futur du travail, le futur du bureau, en un mot. Aujourd'hui, si vous devriez décrire le travail de demain, le bureau de demain en un seul mot, qu'est-ce que ce serait? Et je reprends si tu veux Alejandra, je pense que ce mot serait changement. Donc on a pu voir depuis il y a des années que la forme de travailler doit toujours s'adapter à la nouvelle réalité. Ici, avec le Covid, c'est évident qu'un changement était nécessaire, mais c'est un changement qui doit continuer de façon infinie même et à évoluer, à s'adapter pour pouvoir améliorer la qualité de vie au travail. Super intéressant. Et qu'est-ce que, quand tu parles de changement, le grand changement qu'on a vu post-Covid, c'est l'avènement du hybrid work, même si c'est finalement pas quelque chose qui est complètement nouveau, c'est quelque chose qui s'est énormément développé. Et je me rends compte en parlant avec des DRH, avec des collaborateurs, avec pas mal de gens du monde de l'entreprise, qu'il y a énormément de définitions qui se mélangent. Aujourd'hui, on s'est dit qu'on allait avant tout parler du lien entre le travail hybride et le travail et comment justement éviter tous les écueils auxquels on peut faire face, comment maximiser tout ça. Est-ce que vous pourriez déjà essayer de clarifier les notions de travail hybride, de flexible work, de flex office, puisque souvent on se rend compte que ces notions sont assez mélangées et alors qu'elles définissent finalement des réalités tout autres. Est-ce que vous pourriez faire un peu de clarté dans tout ça et m'expliquer d'où ça vient? Est-ce que c'est une tendance? Qu'est-ce que ça définit, etc. Oui,
tout à fait, Maxime. Je pense que c'est de nos jours, on utilise des mots un peu à la légère, non? Et il y a après une confusion énorme sur vraiment le concept original et pourquoi on a choisi ce concept et pas d'autres. Alors, pour apporter un peu de lumière, si je peux, ça serait et les trois concepts que tu as mis dans la table, ça serait d'un côté le flex office. Alors pour nous, le flex office, ça serait comme une espèce de stratégie spatiale, c'est-à-dire nous avons changé nos espaces, nos environnements de travail, et avec deux concepts qui sont fondamentaux. D'un côté, ce qu'on appelle le modèle basé sur l'activité, c'est-à-dire recréer un modèle qui soit vraiment basé sur les dynamiques de travail que nous avons, et d'un autre côté, le flex office qui est l'usage de cet espace afin de pouvoir l'utiliser dans son plus grand potentiel. Qu'est-ce que c'est le flex office? Le flex office, c'est avoir la possibilité d'avoir un espace qui n'est pas attitré. C'est-à-dire, nous avons des espaces à notre disposition, mais nous n'avons pas un bureau, un poste de travail qui soit attitré. C'est vrai que c'est un concept que nous mettons en place déjà il y a 20 ans chez BICG, et ça répond à des enjeux très spécifiques. D'un côté, avoir un écosystème de travail qui soit plus dynamique, pouvoir avoir plus de collaboration entre les équipes. Ça a aussi comme objectif de rompre des silos, une organisation qui est trop départementée, qui est trop en silos, qui est trop en équipe trop départementale. Et aujourd'hui, les défis de nos clients sont beaucoup plus complexes et nous devons avoir des systèmes et des équipes qui sont beaucoup plus transversales. Et aussi, ça répond à pouvoir utiliser l'espace avec un usage plus optimisé. Je me rappelle, chez BICG, on a fait beaucoup d'études sur l'usage de l'espace et normalement, l'espace, sans avoir aucune flexibilité, est utilisé dans un 30 ou un 40% moins de ce qu'on devrait vraiment l'utiliser. C'est-à-dire, il y a des postes de travail qui ne sont pas occupés. La flexibilité, le flex office nous donne la possibilité d'utiliser l'espace encore mieux. Après, il y a un autre terme qui est aussi très intéressant, qui est le flex work. Alors, le flex work répond à tout ce que c'est un peu le contexte du temps. C'est-à-dire comment on peut mettre en place dans les entreprises des dynamiques de temps qui sont différentes. Ça peut être la flexibilité d'entrée et de sortie. Ça peut être la flexibilité qui est des collaborateurs concernant des horaires beaucoup plus réduits. Ou ça peut être, par exemple, l'exemple de la semaine de 4 jours. On concentre pendant 4 jours tout notre travail pour avoir plus de temps libre. Ça serait le flex work, ce qui est mêlé à l'organisation du travail. Et puis après, le travail hybride, qu'est-ce que c'est le travail hybride? Le travail hybride, c'est cette possibilité de travailler dans le bureau et aussi travailler dans les tiers-lieux. Ça peut être évidemment chez nous, mais ça peut être aussi dans les coworking, ça peut être dans les espaces dans la ville qu'on peut mettre à disposition des personnes. Ça peut être même dans les hôtels, dans des réseaux d'hôtels où on a des espaces pour travailler. Le travail hybride met en place non seulement l'espace, là où on travaille, et cette combinaison d'espace, mais aussi il touche l'organisation du travail, la culture, il touche aussi l'usage de la technologie. La technologie doit être ad hoc pour travailler de cette façon. Alors, est-ce que c'est une mode tout cela ou c'est vraiment quelque chose qui vient depuis longtemps? Tel que je vous ai dit, nous venons d'un institut de recherche et depuis 1997, nous avions déjà établi ce concept de flexibilité avec les axes du temps et de l'espace. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'avec la pandémie, on a révolutionné les axes du temps et d'espace. Mais c'est vrai que c'est une tendance qui vient depuis déjà quelques temps parce que la technologie nous a déconnectés d'un endroit. C'est d'autant plus intéressant je pense, aujourd'hui préciser ces définitions parce que finalement, chaque modèle qu'on a abordé aujourd'hui peut venir s'imbriquer dans un autre modèle. Finalement, c'est parce qu'on a réussi à avoir plus de flexibilité d'un point de vue spatial et d'un point de vue temporel qu'on est capable de mieux fonctionner dans un modèle hybride avec cette décentralisation, etc. Mais c'est d'autant plus intéressant de voir que c'est pas finalement quelque chose de très nouveau, que ça a été conceptualisé déjà il y a pas mal d'années. D'ailleurs, est-ce que vous savez si
il y avait déjà pas mal d'entreprises qui avaient mis ça en place il y a une dizaine d'années, par exemple, avant Covid, ou si c'était vraiment quelque chose qui était seulement recherché, mais qui n'était pas vraiment mis en place finalement. Il y avait peu d'entreprises. Et en plus, moi, je pense que la flexibilité est quelque chose qui donne beaucoup de résistance au changement, parce qu'on croit que ça a un impact dans le manque de contrôle. Non, quand on a nos équipes qui sont éparpillées et délocalisées, alors tout d'un coup, on croit qu'on les contrôle peu. C'est vrai qu'on avait commencé à mettre en place des modèles de travail flexibles dans quelques clients, et des nombreux clients, qui ont été beaucoup plus préparés lors de la pandémie, mais c'était quelque chose de résiduel. D'accord. Et donc aujourd'hui, quand on parle de cette définition de ce modèle hybride, qui est, je pense, moi si je le vois au quotidien, j'imagine que pour vous ça l'est encore plus, le mot-clé numéro 1 des entreprises aujourd'hui, de se dire ok, comment est-ce qu'on crée ce modèle hybride, quand est-ce qu'on revient au bureau, de quelle façon, quels sont les lieux auxquels on donne accès. Si une entreprise aujourd'hui devait être amenée à définir son modèle hybride, à créer son playbook finalement, ou à le redéfinir, parce que beaucoup aussi l'ont fait par la force des choses dans la précipitation, et aujourd'hui elles sont amenées peut-être à se reposer les bonnes questions. Quelles seraient les grandes questions à se poser? Quels sont les piliers un petit peu fondateurs de tout ça, pour se dire ok, je considère un petit peu la broad view finalement de tout mon travail, et je vais réfléchir à comment implémenter plus de flexibilité, plus d'hybridation là-dedans. Oui, donc comme Alejandra disait, un travail hybride va être composé de différentes disciplines. Il y a 6 éléments que chez BICG et on doit vraiment définir avant de mettre en place un modèle hybride. Donc tout d'abord, définir bien l'éligibilité, c'est-à-dire qui va pouvoir télétravailler, quel profil, quelles activités vont être susceptibles de faire ce travail à distance. Et donc, c'est vraiment important de définir non seulement le profil, mais aussi le type d'activité de ce profil et aussi l'infrastructure dont ce profil aura besoin pour travailler à distance. Un exemple serait... Oui. Quand tu parles d'éligibilité, c'est vrai qu'on a souvent, parce que dans cet écosystème, on parle beaucoup de tertiaire, mais est-ce que c'est aussi de se poser la question de qu'est-ce qui se passe des personnes qui sont sur le terrain, des personnes qui sont en usine par exemple? Est-ce que tout ça, c'est des choses que tu considères dans cette phase d'éligibilité? Exactement, c'est justement définir le profil qui va pouvoir télétravailler. Une personne qui travaille au sein d'une usine ne pourra pas avoir cette flexibilité si grande que par exemple un profil administratif ou même un profil commercial qui doit faire des visites aux clients, qui doit travailler et partir et revenir sur site. Donc c'est des variabilités que l'on doit prendre en compte pour pouvoir définir qui pourra télétravailler et quand. D'accord. Et donc, du coup, dans le quand, j'imagine que la variable de temps, elle a beaucoup d'importance aussi. Exactement, ça serait pour nous le deuxième élément. C'est en fait l'élément que les organisations considèrent le plus important et normalement, elles restent uniquement centrées sur cet aspect, c'est-à-dire combien de fois par semaine mes collaborateurs vont pouvoir télétravailler. Pour nous, c'est vraiment important de le définir, mais c'est surtout vraiment important de le faire flexible. C'est-à-dire, si on a une équipe qui a des activités différentes, on doit leur donner la possibilité de choisir quand est-ce que ces personnes devraient venir sur site et pour quoi faire. Donc, pour nous, c'est vraiment important de définir ce temps de télétravail, mais aussi de laisser ce temps flexible et ouvert aux collaborateurs. Ça m'évoque deux questions, du coup. On parle beaucoup d'asynchrone. Est-ce que dans cette notion de temps, tu challenges aussi tes clients à se poser la question de est-ce qu'on met en place un modèle asynchrone finalement? Et la deuxième question, elle est est-ce que cette définition du temps de travail, alors je sais que c'est très lié à des pays, mais par exemple en France, on va avoir des accords de télétravail qui sont plutôt uniformes. Est-ce qu'aujourd'hui, vous sensibilisez ou pas vos clients sur le fait que peut-être que certaines équipes vont avoir besoin de moins de temps de travail sur site, que certaines équipes vont avoir besoin de plus de jours de présence? Est-ce que ça aussi, c'est des choses à prendre en considération pour ne plus voir finalement tous ces collaborateurs comme un bloc, mais plutôt des équipes avec des besoins différents? Exactement. Pour nous, c'est vraiment important de faire une analyse préliminaire et de bien connaître quelle est mon équipe, qui est-ce qui fait partie de mon organisation et comment je peux bien les diviser, les catégoriser pour concevoir un modèle qui soit adapté à chaque équipe. Par rapport justement à la synchronisation ou à la asynchronisation, c'est vraiment important de pouvoir définir un modèle
qui soit organisé. Donc, organiser, ce n'est pas lié à la rigidité, mais c'est surtout lié à comment est-ce que je vais faire que mes équipes, lorsqu'elles vont avoir cette option de télétravailler, vont pouvoir se synchroniser pour se rencontrer sur site quelques fois par semaine. Parce que c'est finalement le problème que l'on rencontre aujourd'hui. Les collaborateurs viennent sur site pour télétravailler. C'est tout à fait le contraire à ce qu'on veut faire avec un modèle hybride. Oui, bien sûr, le fameux on vient au bureau pour faire des visios toute la journée, assez classique. Oui. Ok, donc là on a parlé d'éligibilité, on a parlé de temps. Il me semble que tu disais qu'il y en avait 6. Quels sont les différents axes les plus importants? Donc d'un autre côté, c'est l'organisation du travail, donc justement lié à cette synchronisation des équipes, mais aussi, et le 4e serait le lieu. Et c'est vraiment important de pouvoir définir avec les collaborateurs et quel va être ce tiers-lieu pour eux. C'est-à-dire, il ne s'agit pas uniquement de la maison, mais comme Alejandra disait, on va aussi rencontrer d'autres sites de l'organisation et qui seraient sur la ville ou sur le pays. Aussi, peut-être des magasins lorsqu'on travaille dans une organisation du secteur retail. Aussi, on va pouvoir rencontrer des coworking. Et donc, c'est vraiment important de pouvoir définir quel va être ce tiers-lieu et aussi de définir quelle sera l'infrastructure. Donc ici, le 5e point, et qui va être lié à ces espaces. D'accord. Donc justement. Et est-ce que tu te poses ces questions-là en parallèle ou est-ce qu'il y a une première question? Par exemple, on a commencé par parler de l'éligibilité. Est-ce que c'est la toute première question à se poser? Qui est éligible ou pas? Ou est-ce que la première question à se poser, c'est quel est le mode d'organisation qu'on veut créer? Est-ce qu'il y a un séquençage dans les questions qu'on amène ou est-ce que c'est plutôt des choses qu'il faut prendre en parallèle et essayer de faire des ping-pong entre chacun? Je dirais que lorsqu'il s'agit de concevoir le modèle, c'est vraiment une chose qui se fait en intégrant différentes disciplines et qui se fait en parallèle. Ce qui vient avant concevoir ce modèle, c'est toute l'analyse préliminaire qui est vraiment essentielle, qui va pouvoir nous aider à définir le nombre de jours de télétravail, les profils, les lieux, etc. Mais ceci est nécessaire et c'est nécessaire de le faire avec une analyse préliminaire. Ensuite, on touchera différentes disciplines. Donc, on travaillera avec les ressources humaines, avec l'organisation, avec les environnements de travail, avec la technologie, le IT, pour pouvoir bien définir les 6 aspects d'un modèle. Ok. Et donc là, on a parlé, dans les aspects, on a parlé d'éligibilité, de temps, de lieu, d'infrastructure et d'organisation. Et le dernier, selon toi, ça serait quoi? Oui, le dernier, c'est vraiment important, c'est comment ce modèle va avoir un impact sur la mesure de la performance. Donc, comment est-ce qu'avec un modèle hybride, on va pouvoir mesurer cette performance, non pas pour faire un contrôle, non pas pour assurer que mes collaborateurs travaillent bien à distance, mais pour pouvoir améliorer le modèle de façon continue, pour pouvoir voir comment est-ce que ce modèle se met en place au sein de mon organisation et comment je peux bien l'adapter pour qu'il donne des solutions aux besoins des collaborateurs. D'accord. Oui, parce que finalement, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'un modèle, transformation d'un modèle. Alors, quand on va passer en flex office, parfois on va se dire, ok, c'est aussi un axe d'économie pour l'entreprise parce que réduction spatiale. Sur la partie hybride, on peut a priori penser que c'est aussi une volonté des collaborateurs parce que les besoins changent, etc. Mais finalement, de ce que j'en comprends, il peut aussi avoir un gros impact sur l'entreprise en elle-même, sur son organisation, sur sa performance. Quels sont les impacts aujourd'hui que vous avez pu observer chez certains de vos clients que la mise en place d'un modèle hybride peut avoir sur leur organisation et sur leur performance? Oui, moi je dirais, si vous me permettez, quand on met en place un modèle hybride, et tel que Catalina le disait, la performance devient extrêmement importante. Moi, je me demande souvent pourquoi la performance n'a pas été aussi importante quand le modèle n'est pas hybride, parce que la performance doit être importante, non, dans une entreprise de connaissances. Mais c'est vrai que lorsqu'on a eu la chance de mettre en place un nouveau mode de travail, en tenant compte de toutes les disciplines dont Catalina a mentionné, et quelques résultats que je vais partager avec vous, c'est nous avons réduit ce qu'on appelle les voleurs de temps jusqu'à 85%, c'est-à-dire on a eu un impact quand on a bien organisé le travail, bien planifié ce travail. On a eu un impact dans tout ce qu'on appelle des voleurs de temps et qui a permis aux collaborateurs d'apporter plus de valeur ajoutée. Vous savez bien que les bureaucraties qui ne sont pas nécessaires dans le
dans le contexte du travail ont une corrélation extrêmement négative dans la motivation des personnes. Et c'est un des aspects que nous travaillons beaucoup. Un autre aspect que nous avons optimisé jusqu'à 40% de la superficie des mètres carrés utilisables dans l'entreprise. 40%, qui est énorme. Et nous avons créé aussi, on a raccourci le temps d'arriver au marché. Par exemple, il y avait une compagnie avec laquelle nous avons travaillé. On a établi tout un modèle de travail beaucoup plus flexible, plus rapide, avec une itération plus systématique avec le client, ce qui nous a permis de raccourcir le temps d'arriver au marché. Il y a plein de résultats que nous avons, mais quand on fait cette analyse, ça doit être vraiment en tenant compte de toutes les disciplines. Parce que le télétravail lui-même, c'est-à-dire la possibilité de travailler un pourcentage de temps dans un tiers-lieu, ne va pas donner tous ces résultats. Non? Et c'est vraiment centrer le débat dans quelque chose qui est extrêmement tactique. Il faut vraiment profiter de cette opportunité pour changer les modes de travail. C'est d'autant plus intéressant parce que de ce que j'en comprends, on peut avoir des gros impacts sur le chiffre d'affaires, sur le bien-être des collaborateurs, sur finalement beaucoup d'axes de l'entreprise et donc sur la performance in fine, ce qui est aussi un des objectifs de l'entreprise, sa création de valeur. Mais on peut aussi tomber dans l'autre côté où la mise en place d'un modèle hybride va amener pas mal de problématiques. Et donc j'imagine que c'est justement la réussite de faire coïncider tous ces axes dont on a parlé précédemment qui va être le vecteur de réussite. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des erreurs assez classiques que vous avez pu voir je pense que ça pourrait être intéressant, si vous en avez quelques-unes, de les énumérer et on pourra peut-être rentrer un peu plus en profondeur dans les semaines à venir. Mais j'imagine, et nous-mêmes, en tant que petite entreprise de 20 personnes, j'ai pu le voir que le passage sur un modèle hybride n'a pas forcément été le plus facile parce qu'on a des personnes qui sont différentes, on a des besoins qui sont différents. Donc là, je serais très curieux d'aller un peu explorer les erreurs classiques que vous avez pu identifier et comment est-ce qu'à terme, on pourra aussi essayer de les éviter. Mm-hmm. C'est une très bonne question. Nous avons même un décalogue. C'est-à-dire, nous avons établi 10 erreurs récurrentes que nous voyons de façon systématique dans beaucoup d'organisations. Alors, on va vous les partager parce que peut-être il y a quelques organisations qui vont se sentir identifiées. Non, mais moi, je dirais, en parlant un peu de cet aspect d'opportunité de changement profond de notre mode de travail, je dirais que quelquefois nous voyons des organisations qui ont passé peut-être par inertie à ce modèle hybride, mais pas par conviction. C'est-à-dire, ça change complètement. Ça peut paraître un détail, mais ça change complètement quand tout d'un coup on voit une organisation qui a été un peu poussée par la pandémie à travailler de façon différente et tout d'un coup, aujourd'hui, il se voit dans une vague et il comprend pas très bien le pourquoi de cette possibilité. Et moi, je dirais qu'aujourd'hui, notre contexte qui est tellement fragile, tellement changeant, tellement incertain, nous oblige à être flexible. C'est-à-dire, on n'a pas le choix. C'est pas une question de dire bon, j'ai le choix de mettre en place un modèle hybride ou pas, ou un modèle flexible. C'est une obligation parce que le contexte nous oblige à être et avoir des collaborateurs qui sont vraiment adaptables et flexibles. Ça, ce serait le premier. Le deuxième parle de la haute direction. Quand cette haute direction n'est pas alignée, c'est-à-dire quand ils décident de le faire, mais de façon un peu, je dirais, pour essayer que le talent ne part pas tout de suite, non? Mais qu'il n'y a pas une vraie conviction. Et ça, c'est très important de concentrer beaucoup de temps à convaincre, à cette haute direction, à faire vraiment un choix profond de changement dans les modes de travail, la culture d'organisation qu'on veut projeter. Cet alignement de l'organisation et cette vision globale de celle-ci va être déterminant pour le succès du projet. En troisième lieu, Maxime, il y a une autre chose qu'on voit de façon systématique et dans quelques-uns des organisations avec lesquelles on travaille, c'est de mettre en place un télétravail qui est plutôt tactique. C'est-à-dire un télétravail où vraiment on va pas investir trop dans un changement des modes de travail, mais on va faire quelque chose pour essayer de couvrir un peu
mais pour ne pas approfondir beaucoup trop dans les aspects fondamentaux du travail et des modes de travail. Et là, on essaie de rappeler tous les aspects qui sont fondamentaux, le management, l'organisation du travail, la planification, parce qu'un modèle de travail flexible passe par une plus grande planification. Alors tout ça, c'est aussi important. Et je crois que Catalina peut aussi continuer avec d'autres aspects fondamentaux. Oui, je dirais même la quatrième erreur, et elle est très commune, c'est de tomber sur la fausse flexibilité, c'est-à-dire une flexibilité qui est finalement rigide. Parce que finalement, la base d'un modèle hybride, c'est cette flexibilité, c'est pouvoir donner à nos collaborateurs l'option de choisir le télétravail en fonction des activités et de pouvoir optimiser son usage. Et donc, on tombe souvent dans l'erreur de créer des jours de télétravail qui vont être fixes par semaine ou même planifiés pendant des mois en avance. Donc ceci va pas permettre à nos collaborateurs de bien profiter de tous les avantages d'un modèle hybride. Le point numéro 5, je pense que serait directement générer des solutions qui soient simplistes. C'est-à-dire, on parlait avant de comment bien définir un modèle en tenant compte des différents profils que l'on peut retrouver dans notre organisation. Chez BICG, c'est quelque chose que l'on fait toujours de façon systématique. C'est pendant l'analyse de pouvoir catégoriser, classifier les profils et en tenant compte de leur dynamique de travail. Et donc, on doit générer des solutions qui vont être adaptées aux différents profils, mais sans non plus faire une option, un modèle hybride pour chacun de nos collaborateurs. Et donc, c'est vraiment important de faire cette analyse préliminaire qui va nous permettre de créer et de segmenter nos profils, de créer 5, 4, 6 typologies de profils professionnels pour pouvoir créer un modèle adapté à cette classification. D'accord, pour vraiment comprendre finalement quels besoins vont avoir quel type de collaborateurs, mais par exemple s'il y a des gens beaucoup plus introvertis, beaucoup plus extravertis, s'il y a des gens qui ont besoin de beaucoup de calme, etc., finalement tout ça c'est quelque chose que vous mettez en place dans la réflexion pour se dire ok, comment est-ce qu'on accueille la singularité de chacun de nos collaborateurs par un modèle qui doit être finalement adaptable à peu près à tout le monde. Et cette singularité doit être aussi, doit toujours prendre en compte le type d'activité que chaque service, chaque domaine ou département va réaliser. On retrouve des profils qui ont beaucoup de réunions, qui doivent faire des points de projet, qui doivent faire du brainstorming de façon continue, et des profils qui vont faire un travail plus individuel, de concentration. Et donc la solution sera complètement différente pour un profil ou pour un autre. Mais attention, j'ajouterais, attention à faire un système qui soit trop basé sur l'exception. C'est-à-dire, il faut faire attention parce qu'à la fin, on doit gérer ce modèle, non? Et on doit faire que ça soit flexible. Et évidemment, ça va rentrer dans les particularités des personnes, ça va rentrer dans la particularité des métiers, mais il ne faut pas non plus tomber sur des modèles qui sont infinis et qui sont trop basés sur des cas exceptionnels, non? Il faut avoir un juste équilibre. Oui, bien sûr. Oui, et je dirais que aligné avec cette catégorisation des profils, vient aussi la 6e erreur qui est liée à la dotation technologique. C'est-à-dire, on doit fournir à nos professionnels de tous les outils qui vont leur permettre de bien travailler à distance. Ici, c'est comment de parler de Teams pour les réunions à distance, mais aussi d'autres outils tels que Miro, tels que Mural, qui vont permettre aussi la collaboration et le brainstorming en ligne, et qui vont aussi permettre de pouvoir continuer avec les activités quotidiennes, mais non seulement de continuer, mais de pouvoir les optimiser. Et par exemple, un autre outil pour la synchronisation des équipes, et donc qui est lié à cette organisation du travail, c'est l'outil de HiTeams que l'on utilise chez BICG. C'est une application que l'on a développée et qu'on met en place au sein de nos clients, qui va permettre aux équipes de toujours savoir qui sera au bureau et de pouvoir communiquer et au reste des membres de l'équipe quand est-ce que moi, comme collaboratrice, je vais aller au bureau. Et ceci va toujours permettre de pouvoir prévoir des réunions présentielles, de pouvoir prévoir des sessions de travail en présentiel. C'est vraiment important pour cette synchronisation des équipes. D'accord, ok.
Ouais, donc finalement, on se rend compte aussi de l'impact de la technologie qui va permettre de faire le gap entre le digital, le physique, le présentiel, le distanciel, etc. Qui est devenu... Enfin, de toute façon, je pense qu'on le voit aujourd'hui quand on va dans un bureau. La réflexion devient technologique et le poids aussi des directions IT a complètement changé dans les réflexions parce qu'on se rend compte que c'est finalement le lien, un petit peu tout ça. Mais c'est intéressant de le voir comme une erreur classique, ça veut dire que finalement, c'est pas encore complètement, le mot n'est pas encore passé partout, donc c'est bien de le répéter. Donc toi, je crois que c'était la 6e erreur, c'est bien ça? Oui. Après, tu penses à quoi, par exemple? Celle-là, la 7e erreur que je ne veux absolument pas faire si je mets en place un modèle hybride, c'est quoi? On parlait de la technologie. La 7e, c'est vraiment lié aux environnements de travail, aux espaces. Donc, on comprend bien que le rôle du bureau change. On parlera de ceci dans d'autres chapitres, dans d'autres épisodes. Mais le rôle du bureau a changé. Les activités que l'on va faire au sein du bureau vont être complètement différentes. Et donc, le bureau va devenir le gravity point, c'est-à-dire le lien, l'espace pour faire du lien social, l'espace pour travailler de façon présentielle, pour collaborer plus. Et donc, c'est vraiment important de jamais oublier que ce bureau change. Et donc, le travail des organisations, c'est de repenser et quel va être le rôle et de repenser comment est-ce qu'on va aménager l'espace pour donner réponse à cette nouvelle réalité. Donc, on parle toujours de l'optimisation spatiale, des économies d'espace, mais on peut toujours aussi repenser qu'est-ce que je fais avec cet espace? Est-ce que je peux doter à mes professionnels davantage de services à valeur ajoutée pour qu'ils aient envie et retrouvent un sens pour revenir au bureau? Et donc, c'est repenser comment est-ce que je vais utiliser l'espace avec une nouvelle stratégie qui va accompagner le modèle hybride. Donc, c'est vraiment un travail de collaboration entre l'environnement de travail et les autres disciplines qui vont recréer ce modèle hybride. C'est d'autant plus intéressant, mais je me dis finalement comment est-ce qu'on le communique ça, parce que j'ai l'impression que c'est souvent aussi la friction que je vais voir dans des entreprises. C'est ok, on a mis en place des outils géniaux, on a changé la vision qu'on avait de l'environnement de travail, du travail, etc. Mais les collaborateurs en bas ne sont pas forcément attachés, ils comprennent pas forcément, ils savent pas forcément comment faire. Donc, est-ce qu'il y a un enjeu finalement de communication aussi de toutes ces choses-là, d'accompagnement presque c'est même plus un changement, c'est une révolution pour certains. Tout à fait, Maxime, tu as mis le doigt sur un des points fondamentaux et c'est un des points que nous voyons qui n'est pas traité de façon adéquate. À la fin, quand on met en place un nouveau modèle de travail, on parle de culture. Et c'est là le grand défi. Et c'est le grand défi, changer les habitudes et les comportements des personnes. Quelquefois, on considère qu'en changeant l'environnement de travail, en mettant en place un télétravail, on a déjà fait suffisamment, non, pour que ça soit un succès. Et c'est pas le cas. Il faut vraiment accompagner les personnes. Il faut vraiment avoir une conduite du changement qui soit vraiment rigoureuse. Il faut communiquer, il faut que ça soit vraiment un projet commun. Si on peut impliquer les personnes dans ce processus, tant mieux. Parce que ça va donner, ils vont l'approprier. Ils vont approprier cet changement d'habitude, de façon de faire, de travailler, etc. Et ça devient extrêmement important. Ça serait notre 8e erreur, je dirais, fondamentale. Après, nous en avons un dernier qui est aussi lié à cette conduite du changement, qui sont les managers. Qu'est-ce qui se passe avec les managers? Vous savez déjà que les managers dans les équipes sont absolument fondamentales. Normalement, ce sont les raisons pour lesquelles une personne abandonne une entreprise. C'est le modèle de management qu'ils ont dans les équipes. Alors, si nous savons déjà quelle est, je dirais, l'importance de donner les outils et donner la culture adéquate à nos managers, il faut vraiment travailler avec eux pour créer ce modèle de management qui va nous permettre de vraiment travailler de façon efficace dans ce contexte hybride. Alors, il faut vraiment approfondir avec les managers pour établir ce nouveau modèle dans ce contexte hybride. Et puis, en dernier lieu, je dirais, la 10e erreur systématique ou que nous voyons de façon très récurrente, ça serait lié
à ce manque un peu de raison d'être. C'est-à-dire, vous vous rappelez avec la grande émission qu'il y a eu partout dans le monde, en France, mais aussi dans d'autres pays, les personnes se posent la question de pourquoi ils travaillent. Et il faut vraiment, les organisations doivent penser à ça. Les valeurs, la mission, le pourquoi nous travaillons, quels sont les objectifs, les buts pour lesquels nous travaillons, c'est quelque chose qui devient extrêmement important. Et c'est pour cela que nous devons prioriser cette connexion des personnes à travers de cette raison d'être qui doit être bien réfléchie. Parce que ça va être, d'après nos études, ça va être la façon la plus, je dirais, profonde d'attirer le talent. Les personnes veulent savoir pourquoi ils travaillent et avoir un contexte et un mode de travail qui leur permettent de le faire en accord avec sa vie. Et ça va être un aspect fondamental et c'est une erreur que nous voyons aussi quand on met en place des modèles de travail, qu'on ne pense pas à ça et ça c'est vraiment fondamental. C'est ce que je trouve très intéressant dans ces 10 erreurs finalement, mais je pense que je vais les réutiliser en faire du contenu écrit parce qu'il y a beaucoup de ping-pong à refaire et je pense que ça peut être aussi utilisé comme un guide pour finalement faire un check régulier, de se dire ok, est-ce qu'on tombe pas dans une ou l'autre. Mais ce que je trouve intéressant dans la façon dont vous les avez amenés, c'est que, et ça résonne beaucoup parce que j'ai toujours conceptualisé l'hybrid work ou en tout cas l'hybrid expérience comme étant un triptyque entre tout ce qui va être people and culture, tout ce qui va être lié au digital et à la technologie, et d'une autre partie, tout ce qui va être espace de travail physique. Et on va essayer un petit peu de faire le lien de tout ça. Et il y a eu un gros axe, finalement, people and culture, quand on parle de pourquoi est-ce qu'on met en place ces modèles, d'incarnation, de management, de lien entre les personnes. On a beaucoup parlé des espaces physiques, de comment est-ce qu'on transpose l'espace, comment l'espace lui-même est différent finalement pour accueillir ces nouveaux modèles, mais aussi beaucoup de technologie, parce que si on ne fournit pas les outils et si on ne fait pas la bonne connexion entre tout ça, ça ne fonctionne pas. Donc je trouve ça assez intéressant parce que vous avez vraiment réussi à traiter ces 3 grands sujets sans forcément tomber seulement dans le prisme de l'espace, qui finalement n'est qu'une brique. Et c'est assez intéressant parce que je me rends compte de plus en plus à quel point tout n'est qu'un sujet d'humain, et que l'environnement de travail, le bureau, finalement, c'est qu'un outil au même titre que le coworking est un outil, au même titre que Teams est un outil, finalement, pour aligner la vision de l'entreprise, etc. Donc, il y a vraiment beaucoup de sujets, je pense, à creuser, et j'aimerais bien qu'on aille peut-être un petit peu plus loin une prochaine fois dans ces enjeux, peut-être people, parce que on est allé très en surface sur ces enjeux de management, sur ces enjeux de réalignement entre les réelles volontés de l'entreprise et les personnes qui les composent. Donc si ça vous dit, je vous propose qu'on se retrouve pour un épisode encore plus approfondi sur ces enjeux de people et peut-être aussi sur ces enjeux d'espace, puisqu'on est quand même ici avec l'IDET, dont la mission est d'aller créer des espaces les plus adaptés, les plus alignés avec les entreprises. Donc je ne sais pas si ça vous dit, mais moi je serais assez motivé d'aller creuser ça. Oui, évidemment. Okay. On est resté dans la superficie, il faut approfondir. Ok, bah parfait. Écoutez, moi je pense que dans ce cas-là, le rendez-vous est fixé. Enfin, on va se le fixer juste après. Mais je vous remercie à toutes les deux pour votre temps. C'était très intéressant. Ça va nous donner, je pense, beaucoup d'axes de travail et d'approfondissement. J'espère que ce sera la même chose pour toutes les personnes qui vont nous écouter ou nous regarder. N'hésitez pas à nous contacter, à contacter Alejandra ou Catalina si vous avez besoin d'aller plus en profondeur, de contacter aussi BICG, parce que j'ai vu que vous produisiez beaucoup de contenu qui permettra probablement d'aller approfondir certains axes. Donc je mettrai toutes les ressources disponibles et vos contacts après cet épisode. Et puis on se retrouve rapidement en 2023 pour pouvoir aller creuser tous ces enjeux. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes les deux. Bonne journée. Merci. Au revoir.